Bonjour et bienvenue à la Montagne des Dieux, entrevue. Nous vous proposons aujourd'hui une autre capsule sur la Charte des valeurs québécoises. Nous avons rencontré pour vous Robert Magé, professeur titulaire en sciences des religions à l'Université Laval. Il s'intéresse depuis quelques années à la laïcité et à la religion dans la sphère publique. C'est dans ce contexte que nous l'avons rencontré pour vous. Robert Magé, bonjour. Bonjour. Bienvenue à la Montagne des Dieux entrevue. C'est un plaisir pour nous de vous accueillir ce matin. On a voulu vous rencontrer pour parler de cette fameuse Charte des valeurs, projet proposé par le gouvernement à la session d'automne. Donc, une question préalable qu'on se posait à ce projet de loi-là, on se posait la question à savoir si la neutralité de l'État est en péril. Est-ce que ce projet-là vient à point à ce sujet-là? C'est une des questions qu'on peut se poser par rapport au projet. Je crois qu'il y a plusieurs des commentateurs qui ont posé la question. C'est est-ce qu'il y a péril en la demeure? Est-ce qu'il y a un danger? Est-ce qu'il y a une urgence? Je pense que s'il y a une urgence ou quelque chose d'important, c'est la question de l'encadrement des accommodements. La commission Bouchard-Taylor est née d'un besoin d'être plus au clair par rapport à cette question des accommodements, est né d'un malaise ressenti dans la société, a fait des recommandations sur ce point-là qui n'ont pas eu véritablement de suite. Alors, le gouvernement veut légitimement clore un peu cet exercice-là en encadrant la question des encadrements. Et sur ce point-là, je pense qu'il y a des attentes assez nettes dans la société, dans la population. Par-delà cette question des accommodements, non, je pense pas qu'il y ait de péril pour la neutralité de l'État dans l'état actuel de la société québécoise où elle s'est éloignée de plus en plus de toute espèce de lien étroit avec des institutions religieuses. Vous l'avez dit à juste titre, cette portion-là des accommodements semble pas bousculer personne. Je pense que tout le monde est d'accord un peu avec les propositions faites par le gouvernement là, en matière d'accommodement raisonnable. Si on parle de la première proposition des principes de la Charte. Là où ça pose un peu plus problème, c'est le port de signes religieux ostentatoires. Est-ce que ce port de signes religieux ostentatoires bouscule l'apparence de neutralité de l'État? Moi, je suis pas d'accord avec ceux qui prétendent que la neutralité de l'État doit se traduire dans le code vestimentaire de tous ceux qui travaillent pour des organismes liés de près ou de loin au gouvernement. Je pense qu'il y a une conception erronée de ce qu'est l'État, d'une part, de ce qu'est le rôle des employés de l'État et de ce qu'est le rôle des symboles religieux. Et ce à quoi je suis le plus sensible, c'est cette dernière question, la question des symboles religieux. Je pense que le projet de charte est porté par de façon privilégiée par une certaine génération de ce qu'on pourrait appeler l'élite québécoise, entre guillemets, c'est-à-dire de gens instruits, etc. Une certaine génération que je qualifierais de façon lapidaire là, des 60 ans et plus. Donc, les baby boomers, grosso modo, dont je fais partie. Moi, je suis à la toute fin de cette génération-là, mais je dirais la génération des 60 ans et plus sont nettement là-dedans. Et c'est cette génération-là qui porte une espèce de rancœur vis-à-vis ce que pu être le catholicisme triomphant qui a été au Québec là présent là grosso modo pendant une centaine d'années là, de 1840 à la Deuxième Guerre mondiale à peu près. Alors cette génération-là, c'est une génération qui porte une rancœur contre le catholicisme et une grande méfiance pour plusieurs d'entre eux, une grande méfiance par rapport à la religion en général. Alors ça fait que on sent dans le projet de charte cette rancœur et une véritable hostilité envers l'expérience religieuse en général et les institutions religieuses en particulier, et les signes religieux passent par là. J'entendais une journaliste renommée dire à ce sujet-là, ben il n'y a rien là, pourquoi
pourquoi est-ce que les musulmanes, par exemple, accepteraient pas d'enlever leur voile de 9 à 5 pendant qu'ils travaillent pour leur mettre chez eux? Ça manifeste une ignorance par rapport à ce qu'est le voile musulman. Les femmes musulmanes, celles qui portent le voile, le portent en dehors de chez eux. Et elles l'enlèvent quand elles sont chez eux. Alors, c'est quelque chose qu'on porte en public. Donc, ignorance de ce qu'est le signe religieux. Et deux, une sorte de jugement qui dit ça ne devrait pas être important pour eux de porter un signe religieux. En fait, ça devrait être important pour personne de porter un signe religieux. Si le gouvernement décrétait, puis là, j'argumente par l'absurde, mais c'est pas inutile de faire ça. Si le gouvernement décrétait que pour manifester pleinement la neutralité de l'État, tous les employés de l'État devraient porter un uniforme, ou devraient renoncer, pour les femmes par exemple, devraient renoncer au maquillage, à toute espèce de bijoux, et à toute espèce de coiffure ostentatoire. Il y aurait un tollé inouï là, dans la société parce qu'on toucherait à des choses qui sont tellement intégrées dans notre culture qu'on se dit, ben non, ça c'est normal. Mais les signes religieux relèvent d'une sphère de la vie qu'une certaine génération au pouvoir considère secondaire, négligeable. Ça n'a pas d'importance, donc pourquoi ne pas faire disparaître ça? Et en ce faisant, je pense qu'ils ne comprennent pas l'importance que les symboles religieux et l'expérience religieuse en général ont dans la vie de ceux des croyants, disons. Donc pour vous, le signe religieux, c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose de privé, c'est pas affaire privée, mais plutôt affaire individuelle. Et donc individuel, on peut le porter en public, c'est ça. Donc pour vous, quand les gens font une dichotomie entre public et privé, vous embarquez pas là-dedans. Ouais, il y a deux aspects dans la question. Le premier aspect, c'est la question du public et du privé. Une des choses qu'on entend souvent de la part du camp de la laïcité, c'est la religion, c'est une affaire privée. Comme si c'était une évidence, comme si c'était écrit de toute éternité que la religion, c'est une affaire privée. Or, la privatisation de la religion, c'est un phénomène qui est tout à fait contemporain, c'est un phénomène qui est tout à fait récent et unique dans l'histoire de l'humanité. Pour 99% de l'histoire de l'humanité et dans la plus grande partie des cultures de l'humanité aujourd'hui, la religion est n'importe quoi sauf une affaire privée. La religion comme affaire privée, c'est le résultat d'une transformation de l'expérience religieuse et de la présence des institutions religieuses dans la société en Occident depuis un certain nombre d'années. Alors, il y a une illusion d'optique ici. Il y a carrément une illusion d'optique. La religion, c'est une affaire personnelle, certainement. C'est une affaire qui touche la personne profondément. Et qui dit personne en relation, en groupe, et à la limite en société. Dire que la religion institutionnalisée ne doit pas dominer l'État ne veut pas dire que la religion est une affaire privée, au sens strictement individuel. Ça, c'est le premier aspect de la réponse. Le deuxième aspect de la réponse, c'est que le symbolisme, le signe religieux qui est porté, ça s'inscrit à l'intérieur de tout un ensemble de symboles qui marquent notre corps. La façon dont on se coiffe, le fait de porter une barbe ou non, le fait de porter une cravate ou non. N'importe quel psychanalyste va vous dire que la cravate, c'est un symbole phallique. Pourtant, on pose pas de questions contre la cravate au nom de l'égalité homme-femme. C'est parce que la cravate est tellement intégrée dans notre code vestimentaire que, bon... on a des talons hauts, on a toutes sortes, une variété inouïe de vêtements qui sont portés. On porte des rubans pour signifier notre soutien de telle cause ou de telle autre. Nos vêtements ont des styles. Notre corps parle au plan symbolique de toutes sortes de manières, y compris des symboles religieux. Le projet, au nom de la neutralité de l'État, cible les symboles religieux
sans se poser de questions sur tous les autres aspects symboliques du code vestimentaire, puis de la façon dont on présente notre corps en société. Et moi, je pense que ça manifeste, la seule chose que ça manifeste, c'est ce dont je parlais tantôt, c'est-à-dire cette espèce d'hostilité contre l'expérience religieuse en général. J'aimerais ça qu'on recule un petit peu puis qu'on regarde le projet proposé par le gouvernement dans son ensemble. On entend beaucoup parler de ces temps-ci de laïcité ouverte, fermée. Tout. Selon vous, où place-t-on quel est le type de laïcité proposé par cette charte? Puis, brièvement, dans quoi on peut le placer? C'est quoi la différence avec fermée, ouverte et ainsi de suite? Ouais. Il y a eu une cristallisation du débat au Québec depuis une vingtaine d'années sur certaines expressions, laïcité ouverte, laïcité stricte, etc. Et derrière ces expressions-là, il y a des camps qui se sont affirmés. En général, ceux qui sont en faveur d'une laïcité ouverte, dont je suis, pensent que la séparation entre l'État et les religions ne doit pas fermer l'espace public aux expressions religieuses. Dit autrement, ceux qui sont en faveur de la laïcité ouverte croient que les religions ont quelque chose les religions et les personnes les croyants de diverses allégeances, ont à contribuer au débat public, non seulement en fonction de leurs opinions en général, mais en fonction de leurs convictions et de leurs croyances. Donc, participation active de tous dans l'espace public sur la base notamment de leurs convictions religieuses. Bon, ceux qui sont en faveur d'une laïcité stricte craignent ce genre d'interface entre convictions religieuses et vie de l'État, sur la base, le plus souvent, sur la base d'une certaine conception de la vie démocratique qui doit être fondée exclusivement sur la rationalité, une certaine rationalité. Et les tenants les plus fervents, j'emploie un terme religieux à dessein, les tenants les plus fervents de cette laïcité stricte en viennent souvent à dire qu'en fait c'est la seule véritable laïcité. Et là, on entre dans un genre de logique. Je ne peux pas faire autrement comme théologien que de reconnaître là une logique sectaire. C'est-à-dire, à partir du moment où je dis ma conception des choses est la seule véritable, et toute personne qui présente un autre point de vue est hors de la vérité, on est dans une dynamique sectaire. Alors, moi, je considère que je crois que l'idée d'une laïcité stricte se défend, mais quand on pousse le bouchon plus loin et qu'on dit c'est la seule conception de la laïcité authentique, et il ne s'agit pas d'une laïcité stricte, il s'agit d'une laïcité tout court, là on verse dans le sectarisme, ou du moins, si on va être un peu moins lapidaire, dans l'idéologie. Et c'est un autre aspect, si vous me permettez, de la charte que je trouve problématique, c'est qu'en fait, il est porté par une vision, non pas pragmatique de la laïcité, mais une vision idéologique de la laïcité. Ce qui prévaut dans la plupart des pays démocratiques, c'est ce que je pourrais appeler une vision pragmatique de la laïcité. C'est-à-dire, la laïcité, elle est présente, mais elle est aménagée concrètement en fonction des conditions réelles et de l'histoire du pays concerné. C'est comme ça dans tous les pays démocratiques où on trouve toutes sortes d'aménagements de la laïcité qui varient d'un pays à l'autre. Il n'y a pas deux pays qui ont trouvé les mêmes aménagements. Les tenants d'une laïcité stricte aiment brandir l'exemple de la France. Parce que la France, évidemment, avec l'expérience de la Révolution française et surtout l'expérience de la loi de 1905, qui est la loi de la séparation de l'Église et de l'État, on parle souvent de la séparation de l'Église et de l'État dans ce débat-là, la France sert d'exemple paradigmatique pour les tenants de la laïcité stricte. Mais c'est pas la France réelle qui les inspire. La France est une France fantasmée. Et c'est la laïcité de ces idéologues, de certains idéologues français.
C'est ça qui nous est proposé. Alors, par exemple, ne serait-ce que pour donner un exemple, la France subventionne beaucoup plus les écoles privées confessionnelles que nous le faisons au Québec aujourd'hui. Dans les écoles publiques françaises, les écoles laïques publiques françaises, il peut y avoir des services religieux. Il peut y avoir des groupes religieux qui ont des activités à l'intérieur de l'école publique française. L'Alsace, pour des raisons historiques, les ministres religieux, prêtres, pasteurs de l'Alsace sont payés par l'État. Toutes les églises françaises sont financées, soutenues, rénovées par les municipalités. On pourrait multiplier les exemples d'un entremêlement de la religion et de l'État en France qui ne correspond pas à ce que l'idéologie de la laïcité stricte cherche à nous proposer au Québec. Il faudrait qu'on lave plus laïque que la laïcité française, qu'on lave plus blanc que blanc au Québec. Et c'est cet aspect idéologique sous-jacent à la Charte qui est très gênant pour un grand nombre de personnes actuellement, qui ne sont pas nécessairement des fanatiques du multiculturalisme, ce que je ne suis précisément pas non plus. Robert Marger, je vous remercie beaucoup pour ces précisions. De rien. Voilà, c'était notre entrevue avec Robert Marger. Merci d'avoir été des nôtres et restez à l'écoute pour voir d'autres capsules sur notre site web. Merci et au revoir.